on arrête de prendre les Camerounais pour des idiots à travers le monde. Et il y a énormément de gens qui ont fait cet effort-là pour ça. Vous savez, il est un artiste, il connaît le contexte dans lequel on a travaillé, le contexte difficile, le contexte et le timing qu'on avait. Il sait que dans ce timing-là, c'est très difficile de faire un certain nombre de choses, mais les gens l'ont fait, ils n'ont pas dormi. C'est beaucoup de personnes qui n'ont pas dormi pour que ce projet puisse avoir lieu. Ça veut dire que même s'il y a une marge d'erreur, le public qui a soutenu ce projet est conscient de ça et qu'ils ont boosté ce projet parce qu'à un moment donné, on défend le pays. Bonjour les continentaux, une fois de plus, c'est Tate Pongongue et Consort, le gars qui conduit l'avion qui est dans Zender. Suivez un peu Malox, c'est mieux que vous suivez la vidéo. On allait prendre d'autres artistes pour accompagner, on allait faire le clip, on allait le promouvoir, on allait donner une opportunité à Prince Aimé de pouvoir revenir sur la scène. Et je pense que c'est ce qui a été fait à travers le fait qu'on ait refait la chanson, à travers la participation de beaucoup d'artistes sur le projet, à travers la participation de beaucoup de réalisateurs sur le clip, à travers la participation des chaînes, des médias internationaux comme Trace et de tous les blogueurs, tous les TikTokers dans la communication du projet. Je pense que ce projet a bénéficié, peut-être les gens ne se sont pas rendus compte, mais d'un intérêt qui n'a pas souvent été vu pour beaucoup de projets au Cameroun, même pour des projets dans lesquels on a mis beaucoup d'argent. Ce projet a bénéficié d'un véritable intérêt, une véritable communication qu'on n'a pas souvent vu. Donc je pense que là-dessus, je peux dire que vraiment c'est un travail accompli. C'est vrai qu'à la fin, peut-être je regrette un peu le fait que il a une équipe autour de lui qui n'a pas pu peut-être saisir cette opportunité-là pour faire le service après-vente. Pour faire le service après-vente, mais en ce qui concerne les promesses que les TikTokers, les blogueurs, les Camerounais en général, les réalisateurs, les beatmakers avaient faites pour ce projet, ils ont chacun donné de sa part en fait. On va parler de vous-même tout à l'heure, mais peut-être une dernière question là-dessus. Les plus de 7 millions de vues, ça rapporte pécuniairement? Oui, bien sûr que ça rapporte. Il y a un taux. Il y a un taux de redistribution en fonction du pays dans lequel on voit le clip. Vous savez que, par exemple, au Cameroun, quand tu regardes les chaînes de YouTube, ça ne génère pas beaucoup d'argent parce qu'il n'y a pas de publicité. Alors qu'en Europe, généralement, quand tu regardes un clip sur YouTube, des fois ça coupe et on met de la publicité. Des fois, avant le clip, il y a de la publicité. Des fois, après le clip, il y a de la publicité. Et maintenant, le taux varie justement en fonction du prix de la publicité. Ça veut dire que si YouTube perçoit un certain taux pour la publicité dans certains pays, tout ça est redistribué en fonction du nombre de fois qu'on a regardé ton clip et que ça a pu avoir de la publicité. Donc, en fonction des pays, la chanson a généré de l'argent. Ceux qui ont vu au Canada, ceux qui ont vu aux États-Unis, ceux qui ont vu en France, ça a généré beaucoup d'argent. Et ça lui le gain directement qui devrait le revenir parce que c'est un processus généralement qui passe par une maison ou un éditeur, une maison d'édition ou un éditeur qui est mandaté pour réclamer les droits de la chanson, de ce que ça a généré à travers le monde ou les pays où on a utilisé la chanson. Soit on a vu sur YouTube, soit on a fait des remixes, soit on a diffusé sur des médias internationaux. Donc il est censé l'éditeur est censé recouvrir et récupérer tout ce qui a été produit pour reverser à l'artiste un pourcentage et lui garder un pourcentage à lui. Très bien. Avant que Ernest Obama ne s'entretienne sur la partie purement carrière, Malox, vous l'assumez. Vous dites je suis un artiste vulgaire, ça ne me dérange pas. Mais alors pas du tout. Moi, la question que j'ai envie de vous poser véritablement, c'est comment vous vous êtes décidé pour choisir ce créneau? Est-ce après avoir fait une étude de la demande du public ou alors vous vous êtes dit c'est le domaine dans lequel j'excelle et je ne vais pas me débattre? À mon sens, moi je pense que je n'ai pas choisi ce créneau, c'est le créneau qui est venu à moi. Dans le sens où l'environnement où j'ai grandi a été fortement influencé par le type de langage que j'emploie, le type de comportement que j'ai et les thèmes aussi, les thèmes que je défends dans ma musique. C'est des thèmes qui régissent un peu l'environnement dans lequel j'ai grandi. Quand je parle de ces libertinages sexuels là dans ma musique, c'est un environnement, j'ai grandi dans cet environnement à la fois musical où on parlait librement de la sexualité. Ça ne pas d'aujourd'hui, hein, quand les gens chantaient mais il y a une valeur pédagogique de sensibilisation aussi. Effectivement, on a grandi dans cet environnement de ton caleçon, on fait quoi chez moi? On a grandi dans cet environnement de quand je te demande ma chose, tu me dis que ça coule, oh, donne-moi ma chose. On a grandi dans cet environnement là, donc où il y avait une certaine liberté à aborder la question de la sexualité. On a grandi dans cet environnement où on a vu les casinos, les petits pays aborder ces questions-là assez librement. Donc ma musique s'inspire de ça, mais avec une connotation plus urbaine. C'est ça. Voilà, plus urbaine et aussi, vous savez, quand on dit que connotation urbaine, on parle de rap, on parle de la musique urbaine et du hip-hop en général. Et puis il faut savoir que pour amener les choses dans leur contexte, c'est les musiques qui obéissent à des codes précis. Tout à fait. Et dans ces codes-là, il y a justement cette liberté de langage.
qu'on peut qualifier de vulgarité, parce que le fameux folk et le fameux autre qu'on a écouté aux États-Unis, ce n'est que cette liberté vulgaire de langage qui est aux États-Unis, qui est dans toutes les chansons, hein, aussi bien de Cardi B, aussi bien de Nicki Minaj, aussi bien de tous les artistes américains. Et nous qui nous sommes inspirés de cette culture américaine-là pour pouvoir la recontextualiser dans notre environnement, on a gardé justement ces codes-là pour pouvoir parler librement des problèmes de la société crûment, et des fois on dit que c'est vulgaire. Bah, c'est vulgaire. Alors, est-ce que les clashs sont en forme de commerce pour Malox? Bon, moi, en ce qui me concerne, moi, je suis né dans les clashs. Moi, ça me dérange pas. Ça vous dérange pas? Oui, non, ça fait partie de moi. Des fois, je suis même étonné que les gens, ils ont l'impression qu'ils vont me faire du mal en me clashant. Moi, je crois que c'est un peu ridicule, parce que depuis que je fais la musique, depuis que j'ai commencé, ma carrière n'a été qu'une succession de clashs. Depuis la bière, c'est combien aussi où les gens disaient que oui, je faisais la promotion de l'alcool et tout et tout. C'était des clashs en continu. C'était des clashs dans tuer pour tuer. C'était des clashs dans tu montes, tu descends. C'était d'un clash jusqu'aujourd'hui. Donc pour moi, les clashs pour moi aujourd'hui font partie des leviers, hein, des leviers que j'utilise pour pouvoir au quotidien pour pouvoir avancer. Si on vous dit Wax Day aussi. Oui, Wax Day aussi. Actuellement. Moi, je ne vois même pas que c'est des clashs, parce que pour eux, c'est pas vraiment des clashs. Hein. C'est pas des clashs pour eux. Pour Wax Day, moi je suis surpris, je suis étonné quand même, parce que pour moi c'est un peu plus de la déception que un clash. Parce que généralement un clash, c'est que on part sur des trucs, on se dit des trucs, on est resté dans un contexte où on est dans la musique et on a des buts derrière. Donc Wax Day aussi, moi je dirais que je suis un peu déçu dans les deux sens. C'est pas des clashs. Moi, j'ai vu quand par exemple le cas de Wax Day, moi j'ai eu énormément confiance en Wax Day quand en ce qui concerne le projet Prince Aimé. Donc au moment où Prince Aimé commence à travailler avec Wax Day, moi je suis très content, parce que je me dis que au moins on aura la possibilité de montrer à l'international qu'on a des gens qui ont fait des études dans un domaine et qui seront capables de démontrer que les Camerounais ne sont pas n'importe qui. Donc moi je suis très content de cette collaboration, mais au fur et à mesure que la collaboration avance et que Prince Aimé émet des plaintes, je commence à émettre un doute. J'émets un doute et ça me pousse à relire même le contrat que Wax Day m'avait remis, et je me rends compte qu'il y a des couacs dans le contrat où ça n'avait pas été très honnête. Tu vois, moi dans ce sens-là j'ai été déçu, dans ce sens, parce que moi je lui ai fait confiance, Prince Aimé lui a fait confiance, énormément de gens lui ont fait confiance. Ça m'a déçu doublement, parce que un Kossi, par exemple, c'est pas votre ami? Non, c'est un petit frère, c'est pas un ami, mais ami de ma génération. Tu vois, la barbe est blanchie. C'est pas, lui, c'est pas ma génération. Ma génération, c'est les Stanley, c'est les Franco, c'est pas lui. Eux, ils sont revenus très après. Donc, aussi, ce que les gens ne savent pas, Koti, c'est un petit qui venait à l'époque, dans mon tout premier studio, quand mon tout premier ingé, je travaillais avec lui, il venait là-bas, je donnais des conseils. Je lui disais, tu sais, ton style que tu as, c'est vrai que tu t'inspires d'un tel ou d'un tel, mais je pense que tu dois mettre. Voilà. Non, bon, après, ça, je pense que c'est maladroit. Ça, c'est mon avis. Il y a des gens qui prennent plaisir à rigoler de ça, mais je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont mis des efforts sur ce projet, pas pour eux-mêmes, mais pour qu'on arrête de prendre les Camerounais pour des idiots à travers le monde. Et il y a énormément de gens qui ont fait cet effort-là pour ça. Vous savez, il est un artiste, il connaît le contexte dans lequel on a travaillé, le contexte difficile, le contexte et le timing qu'on avait. Il sait que dans ce timing-là, c'est très difficile de faire un certain nombre de choses, mais les gens l'ont fait, ils n'ont pas dormi. C'est beaucoup de personnes qui n'ont pas dormi pour que ce projet puisse avoir lieu. Ça veut dire que même s'il y a une marge d'erreur, le public qui a soutenu ce projet est conscient de ça, et qu'ils ont boosté ce projet parce qu'à un moment donné, on défend le pays. S'asseoir aujourd'hui avec ce pays qu'il a boosté, qu'il a porté lui, pour lui donner une certaine notoriété, pour qu'il soit un porte-parole de ce pays, qu'il s'asseye et qu'il chie sur les efforts de tous ceux qui ont mis ces efforts-là, hein, je pense que c'est une maladresse qui porte préjudice à énormément de personnes, pas seulement à Malox, mais énormément de personnes. Parce que Malox en lui-même, j'en ai rien à foutre, parce qu'en réalité, je suis l'un des artistes, j'ai la chance à ce niveau-là, qui vit une vie américaine au Cameroun. Je n'ai pas des soucis de boire, manger, boire le champagne, rouler en Mercedes, ce genre de trucs. Donc du coup, que tu dises ça ou que tu ne dises pas, j'en ai rien à foutre. Tous les samedis, le boisement sera plein, et ça ne va pas empêcher qu'il y ait plus de 50 000 personnes au Fest Maba. Donc du coup, je pense qu'il a manqué de respect à énormément de personnes. L'humilité aurait aimé qu'ils se disent qu'il s'est peut-être trompé, mais je vois, il fait un autre direct pour dire à quel point c'est de la merde, et je me rends compte qu'il y a un véritable problème dans l'industrie musicale au Cameroun, où à un moment donné les grands doivent commencer à prendre leurs responsabilités vis-à-vis des petits, et que les petits doivent savoir quels sont leurs rôles. J'ai entendu quelqu'un dire l'autre jour, il t'a demandé d'aller en studio avec lui. Si aujourd'hui, plus de 15 ans, 20 ans plus tard aussi, qui est arrivé, peut-être 3 générations après moi, c'est dire dit que je t'amène en studio, ça veut dire que moi je suis capable de me lever et dire que j'amène Crotal en studio, que j'amène DJ Billy en studio, hein, que j'amène Racine en studio, parce que je pense que c'est ce mépris-là. À un moment donné, c'est pour ça que je dis, il faut qu'à un moment donné, les gens aient un minimum d'humilité. Monsieur Anas Obama, qui est là, c'est un journaliste qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, il est PDG d'un média, et que, imaginez-vous qu'un journaliste qui est sorti de l'Est il y a 2-3 ans, hein, parce qu'il est sur une émission ou un talk quelque part, où il a un peu de visibilité, il commence à manquer de respect à Anas Obama. Est-ce que vous serez d'accord? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens, il ne faut pas que les réseaux sociaux nous trompent. Je vous dis que c'est un petit qui venait à la maison, et je suis étonné aujourd'hui que
il a le courage de se mettre sur les réseaux sociaux et dire que Malox, je t'attends en studio, ce n'est pas le bavardage. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que nous, il y a 15 ans, il y a 10 ans, c'était pas comme ça. On a pris des coups pour qu'on puisse respecter aussi la musique urbaine aujourd'hui. Et le minimum, c'est qu'on respecte les efforts, les combats qu'on a menés. Et si aujourd'hui, qu'un petit se lève, il crache sur ces combats-là, ça veut dire que je dois, moi, me lever et chier sur les combats que les croutals ont menés. C'est comme ça que la roue doit tourner maintenant. Donc, c'est plus de la déception qu'un clash, en fait. Une question à Lucky, mais après, oui.